Allez, je vous propose de démarrer et puis donc les personnes qui sont pas encore connectées, qui sont peut-être un petit peu en retard pour nous rejoindre. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce sixième épisode de l'année sur un webinaire de Simco Consulting consacré aujourd'hui à l'étude de faisabilité, autrement dit la méthode pour choisir une solution d'entreposage et faire évoluer son organisation. Alors, un petit sommaire si vous voulez bien, si ça veut bien marcher. Et le sommaire, voilà. 45 minutes, comme d'habitude, suivi de questions-réponses. Vous pouvez, comme d'habitude, poser vos questions à travers le chat que vous avez euh, grâce à l'outil. À l'issue du webinaire, on vous envoie le lien pour consulter le replay si vous en avez besoin et on vous envoie également le lien pour télécharger le support qui vous est proposé ici. 45 minutes, c'est peu pour parler de l'étude de faisabilité. On va faire très vite, on va faire des grands résumés. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à nous contacter et nous consulter par la suite. Si vous avez des points que vous souhaitez approfondir, c'est avec grand plaisir qu'on reviendra vers vous. On va parler de l'entrepôt 2024, alors avec des thématiques évidemment qui n'ont pas changé depuis le dernier webinaire, mais qu'on va essayer d'adapter en fonction de notre besoin, l'étude de faisabilité. On va parler de la démarche. On va parler des alternatives, des scénarios possibles quand on est à l'issue de cette phase d'étude, et puis comment choisir finalement la solution quand on voit que plusieurs sont possibles et réalistes, avant une petite phrase de conclusion où, d'ores et déjà, je peux vous dire, contactez Simco pour l'étude de faisabilité. Alors, avant de démarrer, et le temps encore une fois que tout le monde puisse nous rejoindre, un petit focus sur la palette d'offres Simco, donc une partie plutôt intralogistique qui représente une grosse majorité de notre chiffre d'affaires, une partie donc plutôt supply chain liée à la prévision d'amont, la gestion des stocks, l'approvisionnement, l'ordonnancement, qui peut avoir un impact sur notre étude de faisabilité puisqu'il peut permettre de diminuer l'ampleur du stock à stocker quand on commence ces études. Et puis donc une offre de Simco qui peut commencer, qui peut rentrer soit par un audit quand vous avez une activité, vous sentez que vous avez peut-être des mauvais résultats, des choses à faire, des améliorations, pas forcément de projet à la clé. On va plutôt rentrer par cette notion d'audit à 360 degrés. On peut rentrer chez Simco à travers l'étude de faisabilité. On va en parler aujourd'hui. L'idée, c'est d'aller tracer différentes solutions d'organisation qui puissent répondre à vos besoins, à un objectif que vous êtes fixé, à un type donné. On a une offre de simulation de flux qu'on peut utiliser dans le cadre de l'étude de faisabilité ou des projets de mise en œuvre ou dans un projet totalement indépendant où on va donc, on en parlera un petit peu pendant ce webinaire, donc reproduire digitalement une organisation qui va nous permettre de valider des solutions, d'aller optimiser des solutions proposées. Et puis ensuite, on entre dans une phase également de projet d'état et achat, donc gestion d'appel d'offres, la partie mise en œuvre, donc assistance maîtrise d'ouvrage, et puis on a une offre également de formation. L'idée pour nous de la formation, on est certifié depuis 2022, c'est d'aller permettre à vos collaborateurs, vous permettre à vous d'avoir des rappels aux fondamentaux du métier et de pouvoir aller challenger vos organisations et vos systèmes d'information. Alors, quelques-uns de nos clients s'affichent ici. On ne va pas tout détailler, évidemment. Notre siège est à Milan depuis 1981. On a pu, depuis plus de 40 ans, gérer 2400 projets, 600 clients, des chiffres qui sont un peu à mettre à jour, j'allais dire, avec donc une implantation à Milan, c'est le siège, une implantation à Chalon-sur-Saône, officiellement ouverte depuis juillet 2021, et puis une implantation en cours d'ouverture sur Barcelone, et nos clients qui nous emmènent partout où il y a besoin dans le monde entier. On attaque le rôle et besoins de l'entrepôt en 2024, l'évolution finalement de la fonction, puisqu'on va parler de fonction entrepôt, est quand même croissante depuis pas mal d'années maintenant, avec la mise en lumière, avec des événements récents, des notions de supply chain, d'approvisionnement, on parle de médicaments, on parle d'approvisionnement de pièces pour les voitures, on parle, donc tous les domaines sont concernés, de l'alimentaire aussi, avec des rayons qui peuvent être potentiellement vides de temps en temps dans nos grandes surfaces. On a une évolution de nos entrepôts de par les évolutions technologiques qui nous permettent à la fois de s'améliorer en termes de flux d'informations,
et de flux physique. Et pas de bon flux physique si pas de bon flux d'information, c'est ce que j'ai tendance à dire quand on est en clientèle. Une évolution du contexte législatif également, hein, qui va nous poser des questions, nous remettre en cause. J'ai en tête cet arrêté du Brisol qui arrive en opération, en activité début d'année prochaine. Et puis, il y a ces notions de RSE où, à chaque fois qu'on va ouvrir un sujet concernant une amélioration de l'entrepôt, on va parler de conditions de travail, on va parler d'impact au sol, en surface, des implantations, donc les mètres carrés. On va parler de dépenses énergétiques, intralogistiques. Notre métier, c'est pas l'immobilier, mais par contre, on va évidemment forcément se faire un focus sur ces notions de dépenses. Et aujourd'hui, il y a des notions d'automatisation qui nous permettent de faire quelques économies sympathiques d'énergie. Alors, comment on se relève le défi parce que en parallèle, et j'ai repris le visuel du dernier webinaire, on voit que nos références, notre nombre de références augmente avec le stock en particulier, puis des produits assez anciens qui peuvent rester en entrepôt parce qu'on a les obligations aussi d'assurer du SAV, service après-vente auprès de nos clients. On a les normes qui évoluent, on parlait du contexte législatif. On a des besoins de traçabilité, de temps réel, on a besoin nos clients ont besoin de suivre leurs produits, ou tout au moins on leur a donné le besoin de suivre les produits. On doit gérer du multicanal, soit la prise de commande, soit les livraisons. On a ces exigences et ces promesses clients aussi qui forcément ont importance. Donc, juste un petit slide pour dire, oui, effectivement, nos entrepôts en 2024, 2025, en 2030, finalement, n'ont à voir avec nos anciens entrepôts que la finalité, le stockage, la préparation de commandes, la mise à disposition des produits pour nos clients. Encore faut-il savoir où est-ce qu'ils se situent dans le schéma directeur, et ça c'est un point important qu'on devra aborder quand on abordera cette notion d'étude de faisabilité. La démarche d'une étude de faisabilité, elle est relativement facile à comprendre. Alors, on va commencer par une petite notation pour éviter d'avoir des travers et en disant ouais, je vais peut-être pas faire toute l'étude là parce que à côté j'ai un voisin qui a appliqué ça et on a sensiblement la même activité, donc je vais faire la même chose. On va regarder que c'est dangereux parce que qui dit démarche de faisabilité dit bien souvent un investissement à la clé. Et donc, il faut éviter absolument d'aller dépenser, il faut sécuriser ces investissements. On va avoir à analyser le besoin, donc avec méthode et précision, et on verra comment on l'analyse et comment est-ce qu'on découpe notre activité pour analyser ce besoin. On va devoir comparer des scénarios avec les grilles, avec une approche pragmatique et réfléchir en groupe projet. On va devoir choisir la solution parce qu'à un moment donné, il ne s'agit pas de dire tiens, on peut fonctionner comme ça, mais comment finalement est-ce qu'on choisit, on retient la solution. Et puis il va falloir la challenger, c'est-à-dire qu'avant de faire le chèque au niveau des différents fournisseurs, si chèque il y a à faire, eh bien il faut qu'on s'assure et qu'on soit sûr qu'on ait l'assurance, la garantie que la solution va fonctionner telle qu'on l'a imaginé. Et donc ça, c'est des phases imparables et vous ne pouvez pas difficilement échapper à l'une des étapes 2 à 5, puisque évidemment, comme on est ensemble, vous saurez tout de suite qu'il ne faut pas vous hâter sur des décisions en disant c'est bon, j'ai la solution. Je parlais tout à l'heure du voisin qui a fait cette chose-là. Ouais, c'est bon, passe-moi les coordonnées du fournisseur et puis on va faire la même chose et puis ça va bien marcher. Eh ben non, parce que deux activités similaires peuvent ne pas avoir les mêmes contraintes, les mêmes données d'entrée et les mêmes finalités. Et donc, ça me semble un petit peu prétentieux de dire on fait du copier-coller, y compris quand c'est le concurrent qui fait la même chose. Le danger, c'est d'avoir pas ou peu d'alternatives. On voit comment fait le voisin. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait pas faire comme les voisins, évidemment. Par contre, on doit se prémunir d'avoir d'autres réflexions, d'autres alternatives pour voir si effectivement cette solution-là, et d'une, correspond à nos attentes, et de deux, peut être améliorée, peut être challengée par d'autres aménagements, par d'autres technologies, par d'autres flux. Et donc, ça, évidemment, il faut pouvoir mettre côte à côte et se méfier aussi. Alors, je vais pas me fâcher avec les fournisseurs parce qu'on s'entend très bien avec eux malgré notre neutralité, notre objectivité sur le marché.
mais quelqu'un qui va avoir en direct un fournisseur, forcément va avoir le retour du fournisseur en disant c'est ma solution la meilleure. Voilà, il y a quelques fournisseurs qui vont dire non, je suis pas capable de répondre parce que ça correspond pas à vos attentes, etc. Mais il faut se méfier de la petite musique, de dire ah bah oui, c'est ma solution qui va être la meilleure et je vous explique pourquoi. Il faut qu'on mette des ressources sur ce projet également. Il faut que l'équipe soit vraiment complète, impliquée et qu'elle représente tous les domaines d'activité. Si on a des produits dangereux, si on a un impact sur l'immobilier, sur l'immobilier, pardon, si on a des liaisons assurées avec la production, il y a forcément des impacts aussi sur les systèmes d'information. Donc l'équipe doit vraiment être complète et avoir sa vision. Et chacun doit amener et échanger autour de ses visions du dossier et d'avoir donc ces notions finalement de d'approche collective, tout simplement, qui permettent d'enrichir la réflexion. Et puis attention, et ça c'est à manger, quand bien même on a les bons calibres, la bonne équipe, quand on mène le dossier en parallèle de son activité quotidienne, c'est toujours compliqué de bloquer du temps, d'avancer, de faire le nécessaire pour faire avancer le projet, pour faire avancer l'étude, où à un moment donné on est bloqué, puis on dépend de quelqu'un d'autre, et puis on s'attend, etc. Ça c'est quelque chose qui est important, la gestion du temps dans un projet, parce que on le voit, on est déjà au mois d'octobre, l'année a passé très vite et on est à la fin d'année, il y a décembre qui arrive et puis derrière on va être en début d'année. Qu'est-ce qu'on fait? On reporte, on suit pas. Les données ont changé, donc voilà, la gestion du temps est quelque chose qui est important en termes d'études. Et quand on démarre une étude, il faut vraiment essayer de tenir le timing. On peut avoir des aléas, mais on doit aussi tenir le timing. Bien, alors, avant d'entrer finalement dans le détail du process, on doit analyser notre besoin. On est, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut rentrer sur un dossier par un audit où on n'a pas forcément d'objectif et on va regarder un petit peu à 360 degrés comment on peut s'améliorer, où est-ce qu'on peut éliminer des irritants, où est-ce qu'on peut éliminer du gaspillage, etc. Ici, on a vraiment besoin de définir, de cadrer finalement notre projet et on va le cadrer en se rappelant une chose, c'est à quoi sert mon entrepôt. C'est quoi son rôle? Où est sa localisation? Est-ce que c'est un nouveau site? Est-ce que c'est un site existant sur lequel je réimplante, je réaménage de la production, donc je vais prendre de la surface sur la logistique. Mais à quoi finalement sert ma logistique? Est-ce que je suis plutôt sur des articles du conditionnement, de la matière, du vrac, de la palette, des contraintes de température, des produits semi-finis, des produits finis, de la customisation retardée? Est-ce qu'on est plutôt en entrepôt de distribution? Donc, forcément, la réponse ne va pas être la même en fonction de la localisation et de la position de l'entrepôt sur la chaîne logistique globale. Avec cette notion, que ce soit maintenant des clients internes ou des clients externes, la notion d'engagement sur des délais, cette fameuse promesse client sur les délais, sur la qualité, et puis d'une e-réputation qui peut entacher à un moment donné si on n'assure pas cette fameuse réputation. Derrière, je vous propose de découper en deux les analyses et les données, même si à un moment donné, elles vont forcément se rejoindre. C'est d'un côté cette fameuse photo. N'oublions pas que nous sommes basés ici à Chalon-sur-Saône dans les anciens locaux sièges de Kodak. Donc la pellicule, ça nous connaît. Cette notion de photo, c'est le juste stock, celui qui me permet de servir le client, mais pas en étant en surstock et donc en dépensant de l'argent finalement inutilement, en surface de stockage, en immobilisation d'argent, etc. Donc c'est cette photo, ce stock qu'il faut qu'on prenne en compte. Et peut-être ces 12 derniers stocks, quand on sait qu'on a un pic soit en fin de mois, soit en milieu de mois, au 10, au 15, au 20, voir comment évoluer le stock sur les 12 derniers mois et vérifier que cette évolution du stock est bien significative pour vous de l'activité. Et puis à la notion de film, là ce sont les flux entrants, les flux internes de transformation, les flux sortants. Et donc l'idée là pareil, c'est de remonter sur une période
qui soit raisonnable. Hein, nous, on a tendance à conseiller au moins 12 mois. Alors, avec les années Covid, la reprise derrière, etc., c'est jamais forcément évident de trouver la période d'étalon, la période type. Mais en tout cas, c'est cette prise en compte de flux, comment ça rentre, comment ça sort, combien on en a sorti, combien on a rentré, le nombre de références, etc. Tout ça, ça va faire partie donc de l'analyse du besoin. Et le besoin va même au-delà, puisque le besoin est de dire je fais une captation de mon historique de l'instant T, mais je dois le projeter avec les visions du business, avec les visions de la business unit. C'est comment est-ce que j'évolue, est-ce que je vais plutôt avoir tendance à diminuer mon activité malheureusement, ou au contraire, est-ce que je suis plutôt une tendance à plus 2, plus 5, plus 10% par an? Est-ce que mon produit est un produit nouveau, etc. Donc là, on va rejoindre, on va aller collecter la stratégie de l'entreprise et la transformer en technique opérationnelle de manière à pouvoir répondre et transformer des unités de gestion en unités de manutention. Ça, c'est quelque chose qui est capital aussi dans l'approche qu'on a sur l'étude de faisabilité. Alors, ces besoins, c'est ces données, hein, on les a ici, hein, l'analyse des données avec le stock, avec les flux, les pics, etc. Il y a l'étude de besoins également qui est de dire comment est-ce que je fonctionne aujourd'hui et comment est-ce que je suis censé fonctionner. Il faut bien distinguer la pratique actuelle qui peut encore découler des pratiques anciennes, entre guillemets, ou avant de changer de système d'information, avant de passer en pistolet de flashage ou en RFID ou en voice picking, etc. Voilà, donc c'est comment est-ce que je fonctionne aujourd'hui, et retour aux sources, quels sont les besoins, quelles sont les attentes de mes clients, internes et externes, comment je reçois les marchandises, etc. Ça, c'est important de prendre du recul, parce que si on dit je pratique comme ça aujourd'hui, donc je pratique comme ça demain, non, il faut savoir se remettre en cause, sinon on risque de reproduire, d'amplifier peut-être des gaspillages ou des pertes de temps qu'on a aujourd'hui. On a cette notion également de cadre de référence. C'est le troisième pavé donc de l'analyse du besoin. C'est je dois définir. Alors on a dit tout à l'heure, on doit savoir quelle est la localisation dans la chaîne, dans le schéma directeur logistique de mon entrepôt. Qu'est-ce que je confie comme mission à cet entrepôt? Et au final, quel est dans mon enjeu, dans mon étude, puisque n'oublions pas, l'étude de faisabilité, c'est que j'ai un objectif au bout. Quelles sont mes marges de manœuvre? Est-ce que je peux envisager d'agrandir mon entrepôt parce que j'ai la possibilité de faire une extension, d'en créer un autre, d'en mettre un autre en centre de distribution à l'autre bout du pays? Est-ce que je dois me contenter de travailler sur des produits de la matière, des composants, des conditionnements, du semi-fini, du produit fini, etc. Est-ce que j'envisage une externalisation? Est-ce que mon sujet, c'est le changement du système d'information, du WMS? Est-ce que la stratégie de l'entreprise, la gouvernance de mon entreprise m'autorise à envisager une solution d'automatisation, ou au contraire, est-ce que, comme on le voit dans de nombreuses entreprises aujourd'hui, on est donc dans des entreprises qu'on dit à mission et sur lesquelles on nous dit non monsieur, s'il vous plaît, nous c'est l'humain et on reste avec l'humain. Mettez plutôt des outils d'aide à la manutention, des outils qui vont plutôt privilégier les conditions de travail, mais on ne veut pas faire appel à l'automatisation. Donc tout ça, ça doit être dans le cadre de référence pour éviter d'aller perdre du temps à imaginer des scénarios, à aller chercher donc des solutions, des technologies qui, de toute façon, in fine, ne seront pas validées par la gouvernance de l'entreprise. Et puis, ces notions de besoins et de données, on va devoir les découper parce qu'à un moment donné, on va avoir une approche petit volume parce qu'on n'est pas sur la même technologie que les gros volumes. On va dire colis-palette pour éclaircir. Et puis, il y a la partie hors-gabarit aussi. Alors, on ne va pas beaucoup parler des hors-gabarits parce que par définition, les hors-gabarits sont en dehors des standards et donc on est sur des solutions plutôt customisées qui existent, mais on ne va pas forcément en parler dans le cadre de ce webinaire. Et tout ça, à la fin, doit être consolidé pour partir chez un client avec à la fois des petits volumes, du gros volume, du hors-gabarit, peut-être, toute partie. Et donc, c'est ce cadre de référence, cette étude de besoin, cette analyse de données. On va détailler vraiment les points à prendre en compte qui vont alimenter ces données d'entrée donc d'études de faisabilité.
N'oublions pas qu'on a des éléments internes à prendre en compte, hein, qui sont comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on ordonnance, comment est-ce qu'on approvisionne, donc quels sont les flux d'entrée d'entrepôt, comment est-ce qu'on distribue à l'autre bout, quelles sont les stratégies, donc l'évolution de mes flux à terme, euh, quelles sont les données disponibles, parce que toutes les données sont pas toujours disponibles en direct dans les entreprises. Et puis on a des éléments qui sont plutôt externes sur la typologie des flux aval, des flux amont, et puis sur les éléments physiques, les éléments logiques, donc tout ce qu'on va pas forcément maîtriser, mais qu'il faut prendre en compte dans le cadre donc, de cette étude de faisabilité. Et on va couvrir tout le scope, les manutentions internes, le stock, le chargement, le déchargement des camions, la préparation des commandes, la pesée, l'emballage, les zones de tri, les retours, tout ça, ça va forcément être à prendre en compte dans le scope. Alors, quand je dis forcément, sous réserve d'avoir défini un périmètre spécifique où on va nous dire non, non, moi je vais faire un focus uniquement sur la partie stockage produits finis, préparation de commandes, chargement, pesée, emballage, vérification, traçabilité, tout ce qui va bien. Mais en tout cas, c'est bien définir le besoin et son périmètre et son cadre. Et puis, à l'intérieur de ça, on va analyser la donnée, des fiches articles, des déroulés journaliers, des analyses ABC, donc avec les tests de rotation, avec des notions de Pareto. Est-ce qu'on fait toujours les 80% du business avec 20% des références, les couvertures de stock, les analyses de poids, tout ça doit être pris en compte dans le cadre de l'étude. Et si on n'a pas ces données exactes, si on commence à faire des approximations dans les datas, il faut être très, 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 très prudent et faire valider ces approximations, ces hypothèses en interne, parce qu'on n'a pas le droit, encore une fois, de se tromper sur l'analyse de données, et on n'a pas le droit non plus de confondre les valeurs moyennes. En moyenne, sur l'année, je fais 100, avec des pics, parce qu'il y a des jours où je fais 20, et puis des jours où je fais 180, et si je calibre mon organisation pour faire 100, je ne saurais jamais faire 180. Ici, un petit exemple. Alors, vous bénéficierez donc du support, et je vous laisserai prendre le temps. On va pas le détailler ici, c'est pas forcément intéressant, mais on va traiter des fiches articles, on va traiter des entrées et des sorties en nombre de références, en images de commande, aussi bien en entrée qu'en sortie, combien je mets de lignes, combien je mets d'articles par commande, en fonction des produits. Si on met les quantités en face, ça va être plus ou moins prégnant par rapport au nombre de lignes. Si je viens chercher 3 petites boîtes de calculatrices, c'est la ligne qui va être prédominante. Si au contraire, je viens chercher 3 produits qui sont très lourds ou des sacs de 25 kg ou autres, je vais avoir du temps de prise de sacs de 25 kg qui va être plus prégnant que le fait d'avoir ces 3 lignes. Et donc ici, on doit analyser, on doit adapter l'unité dans laquelle on va afficher nos résultats par rapport à des temps de process, par rapport à des complexités, par rapport à des typologies de produits. Tout à l'heure, je disais, on distingue les petits volumes, les gros volumes, palettes et alors gabarit. À l'intérieur, on peut aussi distinguer en fonction d'unités de manutention et de la facilité de préhension, du poids, de la fragilité, etc. Analyse des flux, analyse donc des familles de produits. Est-ce que j'ai une saisonnalité? Est-ce que je fais toute l'hiver, toute l'été? Est-ce que j'ai donc et avec des changements de code qui changent quasiment tous les ans? Quel est mon stock? Quels sont mes pics? C'est des pics qui sont importants. Et puis qu'est-ce que j'ai aujourd'hui comme productivité, comme coût, puisqu'on va parler aussi argent. Combien ça me coûte de travailler aujourd'hui, de manière à ce que je puisse me projeter sur demain. Et à ces données, encore une fois, on intègre ce coefficient finalement de croissance potentielle, d'évolution. Alors attention, si on nous dit que le chiffre d'affaires évolue de 10% dans les 3 prochaines années, est-ce que c'est de 10% lié aux augmentations de tarifs? Est-ce que c'est 10% lié à des nouvelles gammes de produits? Est-ce que c'est 10% lié à des nouveaux clients? Ou au contraire, je reste avec ma même gamme, mes nouveaux clients, même mes clients m'achètent 10% de plus en termes de produits de manutention. On va là aussi avoir des approches différentes, autant en termes de flux qu'en termes de stockage. C'est très important de penser à cette solution. Je parlais tout à l'heure d'investissement. Alors, c'est le cadre de référence finalement qui va définir là où je veux aller sur l'étude. On a
un cas de référence qui peut dire oui, on va sur l'automatisation, mais il y a d'autres cas de référence qui disent non, non, de toute façon, on sait pertinemment qu'on n'ira pas, on a un retour sur investissement qui est trop lointain, on n'a pas assez d'effectifs, etc. Alors bon, on peut toujours commencer à essayer de chiffrer pour confirmer un peu nos tendances, quitte à s'arrêter rapidement dans les hypothèses et les calculs. Mais on a aussi des fois des cas de référence qui disent je ne vais pas chercher l'automatisation et je veux plutôt comparer l'amélioration continue. Alors l'un n'empêche pas l'autre. Simplement, dans un cas, on achète un ascenseur, dans l'autre, on monte un escalier, mais dans les deux cas, on doit progresser, on doit répondre aux besoins et aux objectifs qui nous ont été fixés. Et donc, on passe par l'un ou par l'autre, ou on peut avoir des scénarios qui, bien souvent, vont prendre les deux en même temps. C'est-à-dire que je vais chercher les solutions de la plus manuelle à la plus automatisée en fonction de l'existant aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire une marche arrière sur l'organisation qu'on peut avoir aujourd'hui sur un site. On a un besoin logistique. Une fois qu'on a donc toutes les données qui nous sont donc apportées, on va transformer, aller voir quels sont les matériels, quelles sont les organisations qui sont compatibles avec nos données. Et donc, on a donc un besoin logistique, avec ce fameux type de manutention, chargeur ou volumineuse, le stockage et les références à gérer, les flux évolués, on en a parlé quelques slides avant. On ne peut apporter donc une notion de réponse également, la plus traditionnelle à la plus automatisée en passant par les solutions mixtes. Attention, on parle de stockage et manutention et on parle aussi de plus en plus aujourd'hui de robotisation, vraiment en bout de ligne, parce que quand on automatise, finalement, le bottleneck, ça devient l'humain, l'opérateur, qui devait répondre à la cadence des bacs et des produits qui lui sont portés, on aurait l'impression de voir un film en avance rapide. Et puis donc on a des technologies qui sont disponibles, qui sont à notre disposition, qui nous permettent là aussi en fonction des produits, si on gère plutôt des grands lots de produits, d'aller dans du stockage densifié, si on gère plutôt des produits avec des numéros de lot, des numéros de série, avec des besoins spécifiques qu'on n'est plus en déclaratif, mais plutôt en sélectif chez les clients, on va être plutôt en stockage qu'on appelle sélectif, c'est-à-dire qu'on va perdre la densité en mètre carré sur un mode de stockage traditionnel, mais on ne pourra pas aller prendre le risque de dire pour servir le client, je vais déplacer 7, 8, 10 palettes pour aller chercher la bonne, et puis ensuite je remets mes 7, 8 ou 10 palettes en place. Vous allez le faire une fois, mais je pense que vous la 10e fois, le carré doit venir vous voir en disant qu'est-ce que c'est que cette organisation. On a des manutentions manuelles et automatisées, et puis donc de plus en plus robotisées. Là aussi, ça répond à des enjeux et des conditions de travail, mais aussi à des notions aussi des fois de raréfaction de personnel dans nos organisations. Et très important, cette brique logicielle WMS, toutes les briques complémentaires qu'on peut connecter avec, ça fait partie du scope. On l'oublie pas, même si aujourd'hui on a un WMS plus ou moins efficace, on peut avoir un système d'information en WM, un module d'un ERP qui va pas forcément être les plus efficaces selon les outils, puisqu'il y a de tout sur le marché. L'idée, c'est de se poser la question et de se dire finalement, qu'est-ce que j'attends de ce système d'information et comment il peut apporter donc un gain à mon organisation en fonction de ce qu'il sait faire, tout simplement. Et en fonction de mon organisation, de dire si j'ai 5 ou si j'ai 100 personnes, si j'ai une organisation plutôt manuelle, plutôt automatisée, je vais aller chercher des fonctionnalités à degrés différents sur un WMS. Alors, je vous propose ici quelques slides qu'on diffuse régulièrement dans nos webinaires, où on va comparer des technologies pour des scénarios palettes. Alors, de gauche à droite, des solutions les plus traditionnelles aux plus automatisées, et de haut en bas, des solutions les plus sélectives aux sélections les plus densifiées. Donc, du papier traditionnel, des papiers à allée étroite avec des tridirectionnels et des préparateurs de commandes, du stockage au sol avec des racks à accumulation, et puis une évolution mixte avec ces racks à accumulation sur lesquels on vient mettre donc une navette shuttle, qui permet à la fois de plus avoir un seul lot ou une seule référence article couplée à un lot dans toute une hauteur, mais plutôt de gérer au couloir.
voire d'avoir deux références si on est en entrée-sortie sur les zones de rack. Et puis, le gros avantage, c'est que le cariste ne rentre plus dans ces racks. Alors, on n'est pas là pour parler de solutions, mais plutôt de méthodologie, donc on ne va pas insister plus longtemps. On a aussi des solutions automatisées. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on vous commente un peu plus spécifiquement ce slide. Ce sera avec plaisir qu'on le fera. Ou si vous avez des questions, vous avez le chat à disposition et d'ici 15-20 minutes, on pourra donc y répondre. Mais l'idée, c'est de dire, j'ai mes données, j'ai mon cadre de référence, j'ai mon périmètre, je sais ce que je veux. Maintenant, c'est en fonction de ces données, de ces flux, de besoin de stockage, hein, puisque un entrepôt en stocke 20 000 palettes, si on en sort 500 tous les jours et on en rentre 500, ou si on en sort 5 000, on en rentre 5 000, on va forcément pas s'organiser de la même manière. Et donc, on va aller chercher dans ces solutions, dans ces technologies qui sont disponibles aujourd'hui, aussi bien sur la palette que sur du bac avec les solutions les plus traditionnelles, les étagères, les tiroirs, les casiers, donc des racks dynamiques dans lesquels on vient donc positionner les produits soit par devant, soit par derrière, avec une solution mixte ici qui est l'étagère mobile, et puis derrière tous les systèmes automatisés qui sont en pleine évolution, en pleine mutation. Avec des stockages donc de bacs densifiés, les gros cubes de stockage, du millier d'eau, du multi-shuttle, donc tout ça, encore une fois, c'est pas l'objet du jour. On aura des webinaires qui feront vraiment des focus sur ces technologies, mais en tout cas, on doit savoir où aller chercher les technologies et on doit avoir une vision finalement des technos qui sont disponibles aujourd'hui. Pareil, associé à la technologie, on a ces philosophies opérationnelles, le man's to good, le goods to man, alors man's to person maintenant, goods to person, et puis le goods to robots qui arrive de plus en plus aussi, avec des notions d'aide et de sécurisation des préparations de commandes. On peut très bien avoir un projet qui ne concerne que cette notion d'interface homme-machine, de processus, qui vient sécuriser, qui vient faire des gains de temps par rapport à des organisations, à des process avec des WMS, et on y vient, qui vont apporter justement des stratégies spécifiques d'ordonnancement, de préparation par vague, préparation multi, préparation mono, post-colisage, pré-colisage. Donc, ces systèmes d'information aujourd'hui bien interfacés avec un bon paramétrage des données entrantes vont nous permettre d'obtenir des gains de productivité, des gains de surface, c'est ce qu'on attend d'un outil, tout en garantissant cette fameuse traçabilité, ce temps réel, cette fiabilité, tout en nous proposant des reportings, c'est important, et puis tout en facilitant avec son interfaçage, avec le RP, avec des outils de transport, avec des WCS quand on a des systèmes automatisés, de manière à pouvoir devenir ce système de pilotage de notre entrepôt qui a donc des systèmes qui vont suivre les consignes qui vont être données. Un WMS va récupérer d'un ERP ses commandes, ses attentes de réception, et en fonction va distribuer et dispatcher ces consignes, soit à des opérateurs, soit à des process automatisés, à des machines, de manière à pouvoir mettre en route et optimiser ces entrepôts, tout en respectant, et c'est important, tout en respectant la partie législation, conditions de stockage, température, ICPE, etc. Encore une fois, encore faut-il que ce soit bien paramétré, et tout en mettant des petites palettes dans les petits emplacements, des grandes palettes dans les grands emplacements. Voilà en gros ce qu'on attend d'un WMS. Une étude de faisabilité peut ne comporter que la partie système d'information avec qu'est-ce qu'on a besoin, quel est l'état des lieux aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend d'un WMS, qu'est-ce qu'il peut apporter. Alors, on a des premières idées en disant qu'est-ce que ça peut apporter, puis ensuite, quand on commence à regarder le champ des fonctionnalités de l'OMS, on dit ah mais tiens, ça j'avais pas pensé et je peux peut-être appliquer ça. Et donc il y a toute une étude d'opportunité à faire sur ces WMS. Et puis c'est l'interface aux machines qui viennent sécuriser aussi. C'est du PDA, du flashage code barre, du QR code, du RFID, l'IoT. Alors on est plus sur les interfaces machine-machine avec l'IoT, mais c'est la récupération automatique d'informations qui vont venir alimenter ce temps réel, qui vont venir améliorer la fiabilité au niveau du processus et qui vont permettre in fine des gains de productivité et une satisfaction client, puisque n'oublions pas que qu'on ait un client interne ou un client externe, on a un client donc, au bout de nos processus logistiques.
Et donc, à la fin, on a, pour alimenter cette étude de faisabilité, on a collecté de la donnée, on a développé des solutions alternatives grâce aux technologies disponibles, grâce à des méthodes d'amélioration continue. Et donc, on va pouvoir venir définir des paramètres, définir la solution optimale et réfléchir ensemble sur la base d'un certain nombre de livrables quelle est la meilleure solution que je peux mettre en œuvre pour le compte de mon organisation et de mon processus. Parmi ces livrables, la cartographie des processus qui me semble essentielle, sur lequel on va mettre en évidence alors des notions à la fois la présence des flux, quels sont tous les flux que je retrouve dans mon processus du point A au point B, du B à C, de C à D, de A à E, etc., avec des notions de volume. Donc de typologie de volume, petit volume, gros volume, charge empirique, etc., des notions de consolidation et des notions de nombre de lignes ou de nombre d'unités, encore une fois, hein, choisir en fonction de la situation de l'entreprise. Et donc, on va chercher à cartographier donc ces flux, à mentionner sur nos flèches des flux moyens qui vont plutôt nous donner une tendance sur les effectifs moyens annuels et des flux pics qui vont nous dire il faut que le process que je mette en place soit suffisamment calibré pour pouvoir passer mes pics d'activité. Alors, un des avantages d'une solution automatisée, c'est qu'on peut ouvrir avec moins d'impact sur la partie RH, donc des heures soit matinales, soit tardives, soit on double les postes, voire même on peut passer en 3/8, hein. Mais on n'ira jamais, si un process est donné pour 200 lignes à l'heure, on n'ira jamais au-delà de 200 lignes à l'heure. On aura beau faire ce qu'on voudra, on ne pourra pas. Alors, il y a des technologies qui le permettent aujourd'hui de pouvoir avoir sur toute l'année de travailler avec un certain nombre de robots et de rajouter du robot sur 2 mois de l'année pour passer les pics. Tout dépend des technologies, tout dépend des fournisseurs, des accords qu'on peut avoir, mais ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Au même titre qu'aujourd'hui, sur des opérations traditionnelles, on va chercher des engins de manutention en courte durée. On aura prélevé des échantillons de temps, de fréquence, on aura dessiné donc des layouts sur des formats AutoCAD. On va avoir, et on va le voir dans le détail après, des analyses de coûts, de bénéfices, hein, puisqu'on ne parle pas uniquement d'argent, on parle aussi d'éléments factuels à mettre en œuvre avec un horizon à 360 degrés. Et puis, on va chercher également, si besoin, selon le niveau d'investissement programmé, selon la complexité des flux, on va aller chercher à faire une simulation de flux qui, a un ticket d'entrée qui est assez conséquent, mais qui, in fine, va éviter ou va garantir le fait de pouvoir signer un chèque avec le bon montant et en étant garanti du retour sur investissement de ce chèque. Donc, on a comparé des scénarios et donc ces scénarios, on va les comparer entre eux à travers donc différentes grilles, à travers différents critères qui sont des critères financiers. Les CAPEX, donc les coûts d'investissement, c'est combien combien de zéros je dois mettre sur le chèque pour pouvoir démarrer mon activité, mettre en place ces nouvelles installations. Et puis il y a les OPEX, et en plus de mes machines, en plus de mes process ou de mes installations, je dois, en fonction des scénarios, j'ai plus ou moins de personnes qui doivent être plus ou moins formées, je vais avoir peut-être un coût de maintenance, etc. Donc tout ça, ça va venir il faut le prendre en compte parce que c'est important. On met des robots, ça veut dire que tous les 5 ans, on change les batteries, peut-être. Donc tout ça, ça doit être anticipé de manière à pouvoir ne pas avoir de mauvaises surprises, à expliquer à son patron que au fait j'avais oublié, mais là ici il faut racheter la licence au bout de 10 ans. Bon, c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc la pure notion financière de retour sur investissement avec les CAPEX et les OPEX va s'adapter à vos règles comptables en entreprise. Est-ce que on exige un retour sur investissement en 10 ans et demi, plutôt en 5, en 8 ans, etc. Est-ce que indépendamment du ROI, je subis une évolution réglementaire. Est-ce que c'est parce que le système que j'ai aujourd'hui devient caduque, il est plus maintenable et donc je prends des risques à continuer de travailler avec? Quelqu'un on est plutôt sur un investissement forcé et là il faut faire le chèque sans forcément
attente de retour sur investissement. Et donc là, pour le coup, j'ai fait un lapsus, mais ça peut être un choc pour le financier. Et puis il y a des critères qui sont pas forcément financiers. Les critères de temps de mise en œuvre, le critère d'évolutivité de la solution, l'environnement avec le système d'information. Est-ce que c'est imbricable avec mon système actuel? Est-ce qu'il faut que je fasse évoluer mon système? Est-ce qu'il faut que je mette des systèmes intermédiaires? Puis il y a les questions qui touchent vraiment plutôt les effectifs, l'impact RSE, la formation, et puis tous les impacts sur les autres services de l'entreprise. Est-ce que, ok, je fais ça, j'ai pas forcément un ROI très rapide, et je vais peut-être avoir un retour sur 7 ans avec cette solution-là. Par contre, j'amène des avantages au service commercial parce que je peux prendre des commandes un peu plus tard dans la journée. J'amène des avantages à la production parce que je vais faciliter la mise en stock et avoir une mise en stock plus rapide, plus directe, et donc le produit sera disponible pour tous plus rapidement. Donc tout ça, c'est des impacts positifs. On peut avoir aussi des impacts un peu plus en forme de point d'intention sur les besoins de former les collaborateurs sur les nouvelles technologies, de mettre en place de la maintenance de niveau 1 au niveau de l'entreprise, d'aller chercher des partenaires qui puissent intervenir rapidement, etc. Donc tout ça, ça fait partie de cette grille, ce critère sur lesquels chaque entreprise va positionner ses critères, va mettre une pondération, une importance à ces critères pour, in fine, de manière très objective, sélectionner le scénario qui va bien. Parmi les livrables, donc, on peut avoir ce type de schéma, hein, donc d'implantation entre les solutions traditionnelles avec des racks, des solutions semi-automatisées, partiellement automatisées, des solutions automatisées de manière complète. Voilà. Donc ici on a quelques illustrations aussi d'impact ici sur des solutions comparaison, donc ce qu'on appelle cash flow. L'année 0, j'investis et j'ai mes premiers OPEX. L'année 1, je rajoute mes OPEX. L'année 2, je rajoute encore mes OPEX, etc. On n'a plus de CAPEX qui intervient, sauf si ma technologie, ma solution me permet de diviser mon investissement et de dire j'investis déjà pour 50, j'attends de voir si je suis bien sur ma phase de croissance et puis je réinvestis pour 20 pour mettre à côté. Donc, on aurait un nouveau CAPEX au bout de quelques années. Donc, tout ça, c'est très visuel et on voit bien l'impact. Et il faut travailler ça et proposer, aller savoir ce que tant notre hiérarchie en termes de livrables, de rendu, pour qu'ils se retrouvent dans les critères et qu'on expose bien les solutions de manière à avoir un go ou un no-go de leur part, de manière assez efficace et encore une fois objective et rationnelle. On a donc une grille ici de solutions, hein, voilà, avec une notion de pondération. On peut avoir une scorecard aussi qui peut être mise en place. Et encore une fois, on va afficher le ROI avec CAPEX, OPEX, et puis tous ces critères objectifs qui vont tourner autour des solutions, qui vont dire, OK, peut-être que là, j'ai un retour sur investissement qui est un petit peu plus tardif. Par contre, j'ai peut-être un système qui est plus évolutif, qui va permettre de passer de la boîte de chaussures à la boîte de bottes et vice versa. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des choses et des éléments qu'on doit constituer. Une fois qu'on a choisi la solution, qu'on pense avoir la solution la meilleure, encore faut-il la challenger, être sûr qu'elle corresponde aux besoins. Donc, on a des options. On a cette option de simulation de flux quand on est sur du flux complexe. On a des analyses de ce qu'on appelle le stress test. Hein. Donc, si je change mes hypothèses de départ, si j'inverse mon taux de palette complète avec mon taux de picking, est-ce que mon système suit encore ou pas? Une analyse des risques, hein, avec la criticité qui arrive, de manière à pouvoir mettre en place aussi des plans de continuité. C'est important quand on imagine une future organisation. Il y a une phase d'évolution et de travaux, mais il peut y avoir aussi une phase de plan de continuité parce que demain, j'ai une panne dans mon système, il est automatisé, je ne peux plus rien sortir, alors qu'hier, je mettais des opérateurs, j'appelais une équipe d'intérim et puis je m'en sortais en venant travailler 3 heures de plus le soir. Donc voilà, tout ça, ça fait partie donc aussi des critères du choix et de sélection pour retenir la meilleure solution. Je parlais de simulation de flux. Hein. On a des outils aujourd'hui qui nous permettent d'éviter des sous-dimensionnements, des surdimensionnements.
de manière à calibrer au mieux quand on est sur des systèmes automatisés. Et puis, ça permet aussi d'anticiper les cours d'apprentissage, d'emmener les collaborateurs vers la future solution avec des solutions qui sont digitales, qui permettent une réalité virtuelle, d'aller finalement quelque part aussi valider avec eux des solutions et les emmener, pouvoir les former et simuler des pannes, des interactions dans les systèmes. Donc, un outil de simulation qui sert à la fois à valider le projet, c'est une preuve de concept, et à la fois donc emmener les collaborateurs vers plus d'efficacité, un meilleur démarrage de la solution. Alors, ça fait 3 quarts d'heure qu'on est ensemble, le temps passe très vite. Si on veut prendre l'autoroute sur les projets, il faut penser innovation, il faut penser objectivité, neutralité. Hein, il ne faut pas partir avec des a priori. Vous voyez que le trajet, moi, je ne l'ai pas déterminé. Hein, on ne fait pas de politique aujourd'hui. On ne sait pas si on part à droite, à gauche, mais en tout cas, on a défini notre direction. Surtout, on ne se contente pas d'un point de vue local. Hein, on l'a dit au début. Hein, il faut vraiment penser donc à l'impact à 360 degrés de la solution que je vais mettre en place, client interne, client externe. On va regarder ce qui se passe un petit peu à l'extérieur, chez les fournisseurs, on demande de faire des visites, etc. C'est super important. On sécurise la méthode, hein, toutes les étapes impondérables sur lesquelles donc, on doit passer. On met les moyens nécessaires, on gère, on essaye de gérer le temps au mieux, ça c'est capital aussi. Et puis la conception, c'est pas un besoin à l'instant T sur lequel je dois réfléchir, mais c'est un besoin avec une évolution possible en termes de dimensionnement, en termes de volumétrie, en termes d'articles en eux-mêmes. Et donc, il faut que j'ai cette notion d'évolutivité en tête quand je vais chercher la solution, quand bien même on a un projet qui doit répondre à des enjeux de volume à terme. Alors, vous pouvez le faire par vous-même, hein, vous avez toutes les billes à travers ce support, mais n'hésitez pas, un cabinet de conseil peut vous accompagner. Nous sommes en mesure de vous accompagner, de vous aider dans la démarche en intervenant à toute partie de la chaîne et du processus, que ce soit la définition de la solution jusqu'à la partie mise en œuvre. C'est un investissement, mais qui est vite rentabilisé quand on commence à faire des chiffrages fournisseurs, puisqu'on connaît on connaît les prix de marché, on sait on sait faire des estimations de budget et quelque part, quand on commence à comparer, à challenger, à lancer des notions d'appel d'offres, on s'y retrouve le fait d'avoir fait appel à un cabinet conseil, comme le font à peu près 40% des entreprises. Un petit 40-35% le font en interne, et puis donc les autres soit se débrouillent par eux-mêmes, soit confient leur projet donc à un fournisseur. Ça, c'est des stats qui viennent des États-Unis, ils sont sensiblement identiques sur la partie France. Et puis, sachez qu'on sait vous accompagner sur l'étude de faisabilité, mais aussi sur toutes les phases d'accomplissement, la gestion, la rédaction du cahier des charges, les notions d'appel d'offres, d'achat, et puis de mise en œuvre, de tests en usine, et puis de tests sur site, jusqu'à la partie démarrage, avec qui plus est la notion de formation. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je suis désolé, encore une fois, 45 minutes, c'est à la fois très long pour vous qui avez autre chose à faire cet après-midi, très court pour nous à partager ces notions d'expérience. J'espère que vous avez des questions. On va regarder tout de suite. N'hésitez pas, prenez le temps de les poser à travers le chat. On va prendre le temps de les regarder. Entre-temps, vous avez ici nos coordonnées. Sachez qu'on sera alors on n'a pas de stand, mais on sera dans les allées du salon Supply Chain Event le 13 novembre prochain. N'hésitez pas, soit dans le chat, vous mentionnez SCE et on saura vous retrouver et puis se fixer rendez-vous, c'est SCE comme Supply Chain Event. Ou alors vous mettez en toutes lettres, voilà, que vous êtes sur salon et qu'on peut éventuellement se rencontrer. En tout cas, ce sera avec plaisir de discuter de vos projets, des questions que vous pouvez avoir sur ce webinaire et en tout état de cause, s'il n'y a aucun engagement à nous consulter et à nous parler de vos projets et de vos problématiques. Alors, place aux questions maintenant, si vous voulez bien.
Alors, on pose la question, est-ce que vous pouvez limiter votre étude de faisabilité à l'étude d'un logiciel de type WMS, son changement, son adaptation? Est-ce que vous pouvez aider au choix d'un WMS? Alors, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement. L'étude de faisabilité, elle concerne tant les flux les systèmes d'information que donc les flux d'information que les systèmes donc, de flux physiques sur la partie stockage, sur la partie préparation, sur la partie bout de ligne, transport, etc. Donc oui, bien sûr. Encore une fois, hein, mon slogan, c'est pas de mon flux physique, c'est pas de mon flux d'information. C'est quelque chose qui est capital. Donc on a des outils aujourd'hui qui nous permettent sans forcément aller chercher donc, des automatisations et en restant dans un cadre de préparation très humain. Et plus on va chercher, va préparer avec l'humain, plus on a besoin d'optimiser leur déplacement, leur charge, la composition des palettes, la préparation, la fiabilité, l'optimisation du stockage, des emplacements, et puis les connexions derrière avec d'autres outils de système. Donc oui, on sait vous accompagner donc à travers l'étude de faisabilité dédiée sur la partie WMS et qu'on peut étendre éventuellement sur de l'interface machine avec tout ce qui est système put to light, pick to light, système de traçabilité et autres, bien sûr, avec plaisir. Est-ce que nous avons d'autres questions? J'ai une question aussi sur la notion d'étude de faisabilité. Ça tombe bien. Est-ce qu'on peut avoir des systèmes qui prennent à la fois les palettes et les bacs, donc les gros volumes et les petits volumes? Alors oui, on peut avoir ça. Ça peut être intéressant. Alors on est à cheval entre l'étude de faisabilité et la partie mise en place de la solution. On peut avoir des systèmes alors qui peut le plus, peut le moins. On prend des capacités donc en charge de plateaux ou d'équivalents donc de palettes en 80-120 par exemple, sur lequel on va positionner donc plusieurs bacs. Donc on a soit des robots qui prélèvent ces bacs, soit on présente l'ensemble des bacs sur un poste de préparation. Voilà, soit donc alors ce sera un peu plus compliqué quand on fait de la préparation hauteur et les préparateurs de commandes parce qu'on va avoir accès au maximum à 2 bacs et puis les 2 autres seront derrière. Mais oui, on est en mesure. Il y a aujourd'hui sur le marché des technologies qui permettent de prendre ces deux typologies de volume sans aucun problème. Et puis, il y a une autre question qui concerne les hors-gabarits. Donc, effectivement, on a très peu parlé de hors-gabarit parce que, par définition, un hors-gabarit, il va faire soit il va dépasser de 13 cm de la palette, soit ça va être un monstre de 2 mètres et 5 mètres de haut. Et donc, on a des solutions forcément qui vont s'adapter. Alors, quand je dis forcément, on peut aller chercher des solutions standards ou on peut aller chercher des solutions customisées pour gérer justement ces charges et pour limiter au mieux les risques en termes d'accident de travail, de chute, etc. Alors, une autre question qu'on n'est pas une personne, donc je suis arrivé en retard, est-il possible à la présentation? Donc oui, effectivement, merci en tout cas d'avoir participé. Vous aurez effectivement un lien qui va vous permettre de charger à la fois le webinaire, à la fois le support de présentation. Et encore une fois, vous avez à l'écran mes coordonnées, nos coordonnées. Donc n'hésitez pas à nous consulter si vous avez besoin de détails, de précisions. C'est avec plaisir et sans engagement encore une fois que nous vous répondons. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Vous n'avez pas beaucoup de questions, vous n'êtes pas très curieux, ou alors j'ai été très clair. Euh, voilà. Bah, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci pour votre participation. Je regarde encore une fois, visiblement, pas de questions. N'hésitez pas, si vous voulez encore en poser, vous avez notre adresse mail. Si vous voulez qu'on se rencontre sur le salon Spatch Event, ce sera avec plaisir. Et je vous souhaite une très belle après-midi à suivre et un très bon week-end. À très bientôt. Au revoir.